L'équipe Malou Malou promet aux Congolais des élections crédibles. Après la Cour suprême de justice, les dirigeants de la nouvelle CENI ont été reçus par Obeminaku. Quiconque aidera à en finir avec les Koulouna s'offrira le titre des héros. Kinshasa tremble et Silemba lance un SOS contre le odieux phénomène. Antena, le journal, John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et surtout merci de nous avoir fait confiance. Le président de la CENI, l'abbé Malou Malou, affirme que les élections en 2016 n'auront rien à voir avec celles qui ont été organisées en 2006 et encore moins avec celles de 2011. Déclaration faite à la sortie de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku, a accordée aux 13 membres du bureau de la CENI restructuré. Reportage Eric Izami, Blaise Lunda. Ils ont prêté serment à la plus haute instance judiciaire de la RDC. Les 13 animateurs de la future CENI, avec en tête le président, Abbé Apollinaire Malou Malou, ont été reçus mardi par Obeminaku, speaker de l'Assemblée nationale. La série de la procédure d'entérinement finie, place au travail. Maintenant, nous sommes à la phase où nous regardons comment les membres de la CENI vont prendre possession du siège de la CENI et seront installés pour travailler efficacement. Le processus électoral doit se poursuivre et la question, à quand l'ébauche d'un calendrier électoral? C'est une équipe qui va travailler ensemble et qui, à coup sûr, fera que les élections se passent de manière crédible et de manière transparente. Dans quelques temps, nous aurons un séminaire que nous appelons séminaire d'imprégnation qui pourra définir l'architecture institutionnelle de la CENI, qui pourra aussi vous faire savoir quelle est la feuille de route de la CENI. Malou Malou, prêtre catholique, mais il n'a pas été désigné par son église. Va-t-il s'attirer des ennuis? L'homme reste imperturbable. Je pense que là, c'est propre à moi-même. On ne peut pas mélanger les choses. Je suis prêtre catholique. Je pense qu'il y a un lieu où je dois discuter de ce qui me concerne. Dans un cas comme dans un autre, aux 13 membres, dont 3 membres de la société civile, les Congolais de tous bords veulent des élections libres, transparentes, démocratiques, qui surtout respectent le vœu du peuple souverain. L'événement méritait les détours. 6 premiers ministres congolais réunis en un seul endroit. Eh bien, l'initiative est de Matata Ponyo, premier ministre en fonction, qui avait lancé l'invitation à ses prédécesseurs. 5 d'entre eux ont répondu à l'appel lundi à l'hôtel du gouvernement. Le reportage est du service de presse de la primature. Lundi 17 juin 2013, une date pleine de signification et de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis des premiers ministres honoraires de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo Mapon, actuel locataire de l'hôtel du gouvernement, a fait honneur à ceux qui l'ont précédé ici. Le professeur Évariste Mapimulumba, Singa Ujungwanke Utube, Léon Kengo Adondo, Bobolikolo Konga et Adolphe Mouzito ont eu l'occasion, grâce à leur guide de circonstances Matata Ponyo, de découvrir de bout en bout les différents bureaux de la primature transformés. Vient alors le moment de revoir la salle du Conseil de ministres et d'admirer en profondeur la galerie photo où plane encore l'ombre de ces dignes fils de la République démocratique du Congo. L'autre moment fort de cette rencontre dans l'unité, c'est ces photos des familles qui ont davantage raffermi les liens autour du Congo de Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Signalons que 22 agatis, cet arbre représentant le 22 premiers ministres que le pays a connus, occuperont désormais le jardin de la primature. Les 5 premiers ministres présents à la cérémonie en ont fait la démonstration. Le fils du premier ministre congolais, François Lumumba, a aussi, au nom de son père, le héros national, planté un arbre très symbolique. Une rencontre qui sort de l'ordinaire. Je rends hommage à Monsieur le Premier ministre pour avoir pensé à ses frères aînés et les avoir conviés ici. C'est une symbolique forte. Je crois que c'est une leçon.
Voilà un jeune Premier ministre qui, sans être obligé par qui que ce soit, se rappelle qu'il n'est pas le premier à diriger un gouvernement dans ce pays. L'occasion pour le chef du gouvernement d'exhorter ses invités à accompagner le développement du pays. Monsieur le Premier ministre, en ce moment où notre nation se réveille de plus en plus, je souhaite que vous soyez engagés. Là où vous êtes, accompagnez la ferme et irrésistible volonté de notre chef de l'État de mettre notre beau et cher pays sur l'orbite du développement durable. Cette rencontre, en tout cas, restera à jamais gravée dans la mémoire de l'histoire congolaise qui veut faire de ces pays un point de rencontre pour tous. Belle opération de communication du Premier ministre, mais il faut avouer quand même qu'il ne manque pas de décrisper un peu la tension qui règne dans la sphère politique congolaise. Le même lundi, le vice-premier ministre en charge du budget, Mokoko Samba, avait lui effectué le déplacement de Lubumbashi. Nous sommes là au Katanga pour procéder au lancement de la décentralisation qui, selon Mokoko Samba, demeure la seule voie pour faciliter le rapprochement des populations des centres de décision. Donc, la campagne nationale des communication et des vulgarisations de la décentralisation a donc été lancée pour le Katanga par Mokoko Samba, comme vous allez le suivre dans ce reportage. La décentralisation n'est nullement la partition du pays, mais plutôt une gestion responsable, complémentaire des pouvoirs cédés par le gouvernement central aux gouvernements provinciaux qui, à leur tour, doivent également faire la même chose face aux entités décentralisées. Des précisions données par le vice-premier ministre, ministre du Budget, à ce public diversifié venu assister au lancement de la campagne nationale de communication et de vulgarisation de la décentralisation au Katanga. Il est aussi attesté que la mauvaise interprétation du processus de la décentralisation a suscité nombre de controverses au sein de la population. La force de la décentralisation, a martelé Daniel Mokoko Samba, réside dans le rapprochement des populations au centre des décisions. Et sur cette marche, beaucoup a été fait, notamment, a-t-il souligné, l'élection des gouverneurs, des assemblées provinciales, mais aussi la loi sur la libre administration des provinces. Que la société s'approprie, que les acteurs politiques s'approprient ce processus. C'est le premier grand défi. La province du Katanga prend très au sérieux la question. Voilà pourquoi elle a été représentée à cette cérémonie de lancement au niveau le plus élevé. Le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungwa Kumwanza, et Moïse Katumbi Chapui, gouverneur de la province du Katanga. Le sujet devrait certainement intéresser Mokoko Samba dans la mesure où il est responsable au niveau du gouvernement de budget et finances. Eh bien, comment renforcer la capacité des Congolais à pouvoir déceler les risques de financement de blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme. La question se trouve au cœur d'un atelier organisé par la Banque mondiale en collaboration avec la cellule nationale des renseignements financiers, atelier qui a débuté aujourd'hui à l'hôtel Vénus. Reportage Patricia Molekuni, Duzen Belebele. Durant 2 jours, le membre de la cellule nationale de renseignement financier et agents qui luttent contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme sont à l'école de formation pour renforcer leurs capacités en vue de détecter les criminels de ce secteur en République démocratique du Congo. Elle va nous permettre de nous améliorer, de renforcer nos capacités et de bien lutter contre les blanchisseurs. Comment procède-t-il, le membre de la CNRF, pour détecter ces criminels économiques ? Nous sommes dans un pays en difficulté, constamment agressé. Si nous croisons les bras, le mal que nous redoutons risque de devenir plus sévère. Mais nous débrouillons avec les moyens de bord. La CNRF est engagée depuis sa mise en place pour mettre fin à ce fléau sur le sol congolais. Que les Congolais n'ont pas assez d'argent pour pratiquer du blanchiment. Mais qui sont les agents des personnes étrangères qui ont vendu des drogues, qui ont vendu des armes. Et ces personnes étrangères, pour blanchir leur argent, ils se déversent chez nous.
les Congolais en eux-mêmes, à mon avis, n'ont pas assez de moyens pour pratiquer du blanchiment. C'est pour ça que, dès que nous avons commencé par la vulgarisation de la loi anti-blanchiment. Et nous sentons qu'avec la collaboration des banquiers, avec la collaboration des autorités, les choses avancent bien. Le séminaire ouvert ce mardi 18 juin est rendu possible grâce à l'appui de la Banque mondiale. Eh bien, d'un séminaire à un autre, nous allons quitter l'hôtel Vénus pour nous rendre au centre Emmaüs. Nous sommes là à Kisantu, au Bas-Congo, où durant 4 jours, le ministère du Plan a réuni les agents du Centre national des coordinations et de la formation au développement Sénacof pour un séminaire atelier autour du thème ingénierie de la formation. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite et Nadia Koulenfouka. Les Congo-Kinshasa s'apprêtent à organiser une vaste opération de recensement de la population depuis les derniers exercices de 1984, il y a 29 ans. Le ministère du Plan va également piloter cette opération. Ainsi, ce ministère a pendant 5 jours renforcé les capacités de ses agents et cadres dans les domaines de l'ingénierie afin de mieux exploiter les données. Ce séminaire avait pour objectif permettre aux participants d'avoir une nette appréhension sur le concept formation, avoir une appréhension nette sur l'ingénierie de la formation, une appréhension nette sur le besoin en formation. À Kisantu, ces agents de l'État ont appris de nouvelles techniques pour identifier les besoins, les analyser et leur accorder une orientation efficiente de traitement. Et je voudrais aussi, pour terminer, féliciter tous les participants qui ont fait preuve d'une grande assiduité, qui ont participé activement et d'une manière remarquable et qui aussi on fait montre de beaucoup de discipline. Nous allons changer de registre pour nous rendre pour parler cette fois-ci des affaires judiciaires. Eh bien, vous le savez, la cour militaire de Kinshasa, Gombe, a poursuivi ce lundi 18 juin l'instruction sur l'affaire ministère public contre les assaillants présumés de la résidence du président de la République, Joseph Kabila. Cette audience s'est tenue en chambre foraine au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, CPRK. Elle avait essentiellement pour consister à l'interrogatoire de prévenus. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Bosingele. Siégeant à la prison centrale de Makala, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a entendu le lundi 17 juin 2013 le prévenu Epumba Bami-Peleme au sujet de sa participation au mouvement insurrectionnel du 27 février 2011 et précisément à l'attaque de la résidence du chef de l'État. Selon le ministère public, les prévenus Epumba devaient servir de guide pour conduire les Enyélés vers les magasins d'armement à la base logistique centrale pour s'emparer des armes et munitions. Tout en ayant le fait, les prévenus a d'abord reconnu s'être retrouvé par hasard sur le lieu. Ensuite, il a dit avoir connu le prévenu Kabongo, Mapela Gérard, Mboa Lumakoy et d'autres assaillants avec qui il était quelque part. Plus tard, dans le périmètre du camp Kibomango, en vue de s'emparer des armes qui s'y trouvaient. Toute l'équipe a décroché en cachant les machettes après avoir attendu en vain les renforts des effectifs par des hommes à Oujani à partir de Brazzaville. Les machettes du reste, saisies par les enquêteurs de la police judiciaire. Enfin, le prévenu Epumba a reconnu avoir pris part à une réunion tenue dans la cour d'une école située en face de la prison centrale de Makala dans le but d'attaquer celle-ci. Les participants, notamment le prévenu Banganina, Gérard Mapela, Mboa Lumakoy, se sont rendus compte que la prison est gardée par les militaires avec armes et n'ont pas voulu s'engager à une telle aventure. La cour militaire de Kinshasa-Gombe, présidée par son premier président, le colonel magistrat Massungi Mouna, a décidé de renvoyer la confrontation de tous les prévenus cités ci-dessus à une audience ultérieure. La justice congolaise a aussi fort à faire avec les banditismes urbains. Ces jeunes dénommés
Kuluna qui vont de forfait en forfait sans pourtant subir des conséquences fâcheuses significatives. L'un de leurs derniers forfaits se situe plutôt au quartier Lalou, où une cérémonie de mariage coutumier a été perturbée par ce hors-la-loi. Eric Izami pour le récit. Une fête de mariage coutumier arrêtée net par le phénomène de banditisme urbain appelé à Kinshasa le Kuluna. Ça existe et ça se passe au quartier Lalou dans la commune de Silembaou où la famille d'un gendre n'a pas pu déposer la dot à la belle famille puisque les gangsters ont envahi le périmètre. La population quinoise, pas seulement à Silembaou, s'en trouve perturbée par rapport à ces phénomènes. Cette fois-ci, quartier Lalou, moi ça ne va pas. Ici à Lalou, nous ne sommes plus en paix. Il n'est plus possible d'organiser en toute quiétude une manifestation. La sœur de la mariée imagine la peine de sa semblable et implore l'implication de l'autorité pour en finir avec le Kuluna. Pour moi, autant délocaliser cette fête. Mettez-vous à notre place. Comment va faire la belle famille pour venir ici? C'est triste. La RDC est-elle en quête d'un père Bifalo bis pour s'occuper des jeunes gens désœuvrés? Oui, mais l'État, qui seul a le pouvoir coercitif, doit prouver qu'il existe et surtout qu'il fonctionne. Voilà. Eh bien, les étudiants congolais tabassés à New Delhi, nous étions les premiers à vous annoncer la nouvelle. Depuis lors, d'autres sont revenus sur cette information qui n'a pas manqué de s'aimer les mois au sein de l'opinion congolaise. En attendant le retour du ministre des Affaires étrangères qui se trouve en déplacement, l'un de ses adjoints, le vice-ministre Tunda Yakasende, a exprimé, toute l'amertume du gouvernement et a exigé la relaxation de ses compatriotes détenus à la prison centrale de la capitale de l'Inde. Vous savez, c'est New Delhi. Patrick Borel-Mukendi. L'opinion nationale aurait voulu entendre la voix des autorités RD congolaises au sujet de vingtaines d'étudiants molestés, ensuite jetés en prison en Inde sans être jugés. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui est sorti du silence. Tunda Yakasende a remis une note de protestation au diplomate indien basé à Kinshasa, Mano Aram. Well, I have just discussed. I have listened to Honorable Minister. Je viens de discuter avec le vice-ministre. So I am going to convey it to Government of India. Je vais transmettre la note, c'est tout ce qu'on m'a dit, auprès du gouvernement du Punjab en Inde. For an urgent action. The Government of India has already et voir dans quelle mesure nous pouvons trouver une solution adéquate. Has initiated necessary action. Et il y aura des actions nécessaires et urgentes. Par lui, le gouvernement Matata Ponyo exige la libération des étudiants congolais et que la justice fasse son travail. Et signifier à l'ambassadeur de l'Inde certains points essentiels. Premièrement, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les étudiants congolais qui sont en état d'arrestation en Inde. Deuxièmement, c'est le contrôle médical qui doit se faire pour certifier l'état de santé de nos étudiants après les violences qu'ils ont subies. Troisièmement, nous avons exigé que les auteurs de ces actes barbares soient arrêtés, poursuivis et traduits devant la justice indienne. Et nous avons également demandé que des dédommagements soient formulés et après appréciation pour que les enfants puissent retrouver notamment les biens qu'ils ont perdus. Nous aurons résolu beaucoup de problèmes si nous arrivons à mettre de l'ordre dans notre propre maison, les Congo-Kinshasa. Et nos enfants ne seraient pas l'objet des mépris de la part de quiconque, soit-il indien. Mais voilà qui est bien dit. Saison sèche rime avec bonnes affaires
pour le vendeur de mèches et autre chose de ce genre, parce qu'une opinion répandue à Kinshasa soutient que pendant la saison sèche, les cheveux se cassent et par conséquent, il faut donc une coiffure qui va avec. Voilà pourquoi pendant la saison sèche, eh bien, les tirelires sont cassés. Question de pouvoir acheter qui des mèches, qui des postiches. Nos reporters sont allés sur terrain, question de constater ce qu'il en est. Jenny Tamboué, Sylvie Mboula, Duzen Belebele et Gloria Chibola. Les vendeuses de mèches à Kinshasa et les coiffeuses font de bonnes affaires pendant la saison sèche. En effet, les femmes généralement recourent à des tissages et mèches pour se couvrir la tête, soit disant que la fraîcheur ou le froid casse les cheveux ou bien apporte de la poussière. Je couvre mes cheveux avec des tissages pendant la saison sèche parce que les tissus de mes cheveux s'abîment facilement. Mais pendant la saison de pluie, je laisse mes cheveux naturels. Les lycéennes, elles, recourent aux mèches parce qu'au cours de l'année scolaire, l'école exige des tresses. Pendant les cours, l'école ne nous permet jamais de mettre le mèche. Voilà pourquoi nous en profitons pendant cette période. Les vendeuses et coiffeuses confirment ces bonnes affaires. Nous recevons plusieurs clientes pendant cette période parce que les femmes estiment que le froid casse le cheveu. Alors, il faut le protéger. Quoi qu'il en dise, le spécialiste affirme que le froid ne casse pas le cheveu, surtout dans les zones à climat tempéré tropical. Seulement, certaines pratiques deviennent des habitudes chez nous et nous en faisons des normes. Ah oui, en tout cas, moi j'en connais dont la saison sèche ne fait certainement pas les bonnes affaires parce que elle assèche les porte-monnaies parce qu'il faut acheter à gauche et à droite. La rédaction d'Antena a tourné son regard, c'est aujourd'hui sur une maladie peu connue en RDC, fort heureusement. Il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Comment reconnaître cette maladie? La réponse dans ces commentaires de notre spécialiste maison désormais, Patricia Bassoa. La maladie d'Alzheimer est une neurodégénérative incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible de fonctions mentales et notamment de la mémoire. Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer en 1906. Les causes de cette maladie restent inconnues. Des facteurs génétiques et environnementaux contribueraient à son apparition et à son développement. Il existe cependant de facteurs de risque connus comme certaines anomalies génétiques, des facteurs de risque cardiovasculaire ou encore d'intoxication à certains métaux lourds. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont souvent confondus. L'atteinte neurologique s'étend par la suite au cortex associatifs, frontaux et temporaux-parientaux, se traduisant par de troubles cognitifs plus sévères tels que la confusion, l'irritabilité, l'agressivité, troubles de l'humeur, des émotions, des fonctions exécutives et du langage. La perte de mémoire intervient à long terme. La destruction de neurones se poursuit jusqu'à la perte de fonction autonome et à la mort. Nous allons encore parler du Premier ministre Matata Ponyo dans le domaine sportif. Bien, il a procédé au lancement du Tour du Congo, le Tour cycliste du Congo, qui en réalité va couvrir 3 provinces de la République, le Bas-Congo, Kinshasa et le Bandundu. Le lancement s'est effectué à Matadi. Les coureurs vont en profiter donc pour se préparer pour le jeu de la francophonie en septembre et puis pour les Jeux de Brazzaville en octobre 2013. Patrick Borel-Mukendi. C'était un rendez-vous prévisible. Le Tour de l'RDC en vélo a été lancé mardi 18 juin par le Premier ministre Matata Ponyo. C'est un tour dit international qui certes partira de Matadi pour se clôturer le 29 juin à Kinshasa en passant par les Bandundu. 92 coureurs venus de 7 pays d'Afrique et 2 d'Europe. Les athlètes vont parcourir 900 km en 9 étapes. Pour la Fédération congolaise du cyclisme, ce Tour de l'RDC confirme la rénovation de routes nationales au pays. Faire voir en fait, nous en tant que Congolais, en tant que nationalistes, nous devons nous saisir de ce genre d'opportunités pour aussi donner une autre image
zones rouges, où il n'y a pas la vie qu'est la guerre et tout, où rien ne marche et tout. En fait, maintenant, là, avec le cyclisme, en plus de la politique du média que nous avons élargi aussi avec le média étranger. Cette édition vise à redynamiser le cyclisme RD congolais, resté pendant un temps en veilleuse. Aussi, cela va permettre aux athlètes de se préparer pour le jeu de la francophonie prévu en septembre à Nice, en France. Il fallait s'y attendre. Après les déboires des léopards de la RDC face aux lions indomptables du Cameroun dimanche dernier au stade des Martyrs de Kinshasa, eh bien, Claude Leroy, sélectionneur de l'équipe nationale, en a fait le frère. Il a été démis de ses fonctions à partir de ce jour. Il est remplacé au pied par Mutubile Santos, qui était son adjoint, qui va assumer ses postes pour expédier les affaires courantes au sein de l'équipe nationale de football. Claude Leroy avait donc pour contrat de qualifier la RDC à la CAN et à la Coupe du Monde. Pour ces derniers objectifs, eh bien, les Français n'y avaient pas été. Pas du tout. Alors, il est sorti par la petite porte et nous espérons qu'il est sorti pour la dernière fois, car Claude Leroy ressemble à un serpent de mer dans le football de la RDC. Nous allons lire avec vous la presse parue ce matin à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Nadia Koulemfouka Malala. Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la réponse de Mboussa Nyamwisi après avoir été invalidé à l'Assemblée nationale. La référence plus note Mboussa dénonce un acharnement contre les opposants. L'un des 5 députés invalidés par l'Assemblée nationale pour l'absentéisme désapprouve la méthode utilisée pour son invalidation. Il estime que la procédure n'est rien d'autre que vouloir nuire aux opposants. Les leaders du RCD-KML demandent à la majorité présidentielle de promouvoir l'accord d'Addis Abeba en ce qui concerne la cohésion nationale. Restons dans cette chambre basse du Parlement où la session parlementaire de mars 2013 s'est clôturée le week-end dernier et donne un autre rendez-vous au mois de septembre. Le journal La Prospérité nous parle d'un bilan positif à l'Assemblée nationale qui a pu fermer ses portes avec plusieurs lois votées. Côté contrôle parlementaire, 21 questions écrites ont été adressées aux gestionnaires de l'État, 15 interpellations dont 3 ont été traitées et 2 motions de défiance sont en attente contre le ministre de Mines et celui du portefeuille. Si La Prospérité a mis un peu de l'eau dans son vin, les palmarès lui met cette institution devant ses responsabilités vis-à-vis de la population. De la bouche de plus autorisée de la Chambre basse du Parlement, son président a révélé d'avoir reçu la confirmation de pratiques louches à l'hémicycle. La dernière en date, la rencontre intervenue entre le ministre de Mines et les députés du MLC, Germain Kambinga. Les quotidiens estiment qu'il serait passé quelque chose de louche entre le ministre Kabouloulou et les députés du MLC Germain Kambinga. Mais à part la dénonciation qu'il a faite, les présidents de l'Assemblée nationale et son bureau n'ont pris aucune mesure pour servir contre le louche arrangement. La Percée, quant à elle, nous signale que les affrontements entre les FARDC et les miliciens Bakata Katanga ont refait surface à Lubumbashi. De sources locales font état d'un militaire tué, plusieurs miliciens ainsi que de civils auraient été blessés. Les dépêches de Brazzaville reviennent sur la même information. L'insécurité bat son plein au Katanga. Un vent chaud souffle à Lubumbashi alors que l'heure est plutôt au renforcement de la sécurité sur toute la province. Une inquiétude s'est fait sentir par la vitesse d'exécution de milices dirigées par Gédéon Kyungu et surtout la facilité avec laquelle elle occupe les terrains. Celle-ci donne une vraie matière à réflexion sur l'efficacité des forces de l'ordre et des services de renseignement commis à la sécurité du Katanga.
Terminons cette revue de presse par la fin du moratoire de l'importation de véhicules mis en circulation avant 2002. Les opérateurs économiques, les négociateurs économiques et les négociants en douane craignent que l'entrée en vigueur de cette mesure n'entraîne des conséquences néfastes et surtout entraîne le chômage pour certains déclarants et la vie économique des Boma serait sérieusement affectée à tous les niveaux. Fin de cette revue de presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir. Je ne saurais terminer ce journal sans remercier particulièrement mon chef d'édition d'aujourd'hui, Patrick Mukendi, pour sa disponibilité et son dynamisme, n'est-ce pas, qu'on dit tel père, tel fils. Vous retrouverez Eric Izami demain à 7h30. Je me ferai le plaisir de vous retrouver demain 19h, même fréquence, même chaîne. Bonsoir.